Certains d'entre vous en sont familiers, d'autres en ont eu une présentation récente lors des ateliers. Il se peut que certains ne le connaissent pas encore. Je veux parler bien sûr de VisuShear. Donc, pour nous présenter la nouvelle version, j'accueille le docteur Gilles Bontemps, directeur de mission, gestion, organisation des soins à la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est à vous. Tout à fait. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier pour leur invitation l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie de vous présenter le nouveau VisuShear. Et je voulais tout particulièrement remercier le docteur Van Dendrich, qui, même si je suis effectivement le papa de VisuShear, a très fortement participé il y a 5 ans lors de la genèse de ce projet quand il officiait au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, effectivement, VisuShear aujourd'hui a 5 ans. Donc, la première version de VisuShear a été faite il y a 5 ans et on a souhaité, en lien avec les sociétés savantes, vous proposer ce qu'on appelle un nouveau VisuShear qui a été mis en ligne il y a 1 an. Alors, ce nouveau VisuShear contient le même contenu en tant que tel, mais on a eu un gros travail pour ce qui concerne ses fonctionnalités, son ergonomie et aussi d'apporter le plus de visuels possible. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé avec les acteurs de terrain pour permettre d'avoir un outil, j'allais dire, le plus fluide possible. Alors, VisuShear, ce n'est pas un outil, c'est en fait une gamme de 3 outils. Alors, on va vous passer un petit film qui dure 1 minute 30 pour ceux qui ne connaissent pas VisuShear, pour vous présenter rapidement les 3 outils avant d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de cet outil. Voilà, donc effectivement, VisuShear, qui est, je vous rappelle, disponible en open data sur Amélie, donc le site de l'assurance maladie, devient l'outil de référence sur la chirurgie. Alors, il faut savoir qu'il était co-construit avec 79 experts chirurgiens, ce qui donne quelque part sa légitimité. Et ensuite, il a été validé par 36 institutions professionnelles, à la fois les conseils nationaux professionnels, les sociétés savantes, les collèges, l'Académie de chirurgie, les associations et les syndicats, dont vous avez un certain nombre de logos qui sont reproduits sur cette diapositive. Alors, il est aussi référencé dans 4 rapports nationaux, à la fois le rapport de l'Assemblée nationale de septembre 2020, il y a eu 2 rapports du Sénat en 2022 et en 2023, et le rapport de la Cour des comptes en mai 2023. Et surtout, il est préconisé dans le rapport qu'a fait le Haut Conseil de santé publique sur le virage ambulatoire, et je rappelle la préconisation numéro 5 qui a été publiée en juin 2021, atteindre 80% de chirurgie ambulatoire en s'aidant notamment de l'outil VisuShear et des travaux des sociétés savantes. Alors, VisuShear, qu'est-ce que c'est? C'est une gamme, comme je vous l'ai dit, de 3 outils en accès libre. Pour vous donner une idée du nombre d'utilisations qui ont été faits, en 2023, il y a 16 000 utilisateurs jour différents. Un utilisateur jour peut se connecter plusieurs fois dans une journée, il est compté qu'une seule fois, et ça correspond à 47 000 consultations de cette gamme de 3 outils en accès libre. Alors,
En fait, il comporte la principale force de Visushir, c'est qu'il est basé sur les données PMSI de 4 nez et surtout, il travaille au niveau le plus fin possible, puisqu'en fait, il travaille au niveau de l'acte chirurgical en lui-même, l'acte CCM. Et dans ces 3 outils sont disponibles 14 indicateurs. Ce sont les mêmes indicateurs qui sont dans chacun des 3 outils, simplement le mode d'accès pour chacun des outils est différent, puisque le premier, on est plutôt sur un accès par un établissement de santé qui veut avoir une vision de cet établissement par rapport à l'ensemble d'autres établissements de santé. Le deuxième, on est plutôt par un accès, on rentre par la spécialité chirurgicale. Et le troisième, on rentre plutôt par un groupe d'établissements. Donc, il y a 7 indicateurs ambulatoires et 7 indicateurs sur la chirurgie conventionnelle. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, cet outil permet effectivement, j'allais dire, de construire son propre panorama chirurgical. Et en fait, il y a 900 000 panoramas chirurgicaux qui sont disponibles dans l'outil. Alors, si je reprends chacun des indicateurs, sur les 7 indicateurs sur la chirurgie ambulatoire, alors il y a le volume et le taux de chirurgie ambulatoire. Il y a un indicateur sur l'innovation au travers du volume ambulatoire innovant. Il y a un indicateur sur la performance de chirurgie ambulatoire et sur l'organisation au travers de l'IPCA, l'indice d'organisation ambulatoire. Je vais vous présenter à la diapositive suivante. Il y a des indicateurs sur l'âge et puis vont être introduits au mois de juin de cette année des indicateurs qui sont plus directement qualitatifs, comme le taux de réhospitalisation dans les 30 jours. Et à côté de ces 7 indicateurs ambulatoires, il y a 7 indicateurs sur la chirurgie conventionnelle. Donc, vous avez les durées de séjour des personnes qui sont hospitalisées en hospitalisation traditionnelle. Vous avez des indicateurs, c'est les comorbidités patients au travers de l'indice de sévérité et la correspondance avec le score ASA des anesthésistes. Vous avez aussi 2 indicateurs sur le potentiel de chirurgie ambulatoire, c'est ce qui peut être potentiellement transférable en chirurgie ambulatoire au travers de volume et du taux. Vous avez un volume autre, non potentiel, car aujourd'hui, ce volume autre, il n'y a pas de référentiels qui sont disponibles, qu'on peut faire effectivement en ambulatoire. Donc, mais peut-être que dans les années qui viennent, ce référentiel volume autre va évoluer. Il y a aussi l'âge. Et puis, parallèlement, il y aura aussi un indicateur en juin 2024 sur le taux de réhospitalisation en hospitalisation complète, qui permettra donc la comparaison entre l'ambulatoire et entre l'hospitalisation complète sur ce taux de réhospitalisation. Alors, dernier focus sur les 2 indicateurs dont j'ai parlé dans la diapositive précédente, ce qu'on appelle la performance ambulatoire. Comme vous le savez, le taux de chirurgie ambulatoire n'est pas un bon indicateur pour comparer les établissements entre eux. Il est pertinent si on est au niveau de la spécialité ou si au niveau de l'acte, mais pas au niveau de l'établissement. Et donc, pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en compte tout simplement le case mix. Et donc, c'est pour ça qu'on a constitué l'indicateur de performance de chirurgie ambulatoire, qui est un indicateur composite qui permet de mesurer la performance d'un établissement en chirurgie ambulatoire et de le comparer d'une manière pertinente aux autres établissements. Alors, cet IPCA varie entre 1 et 100. 100, ça veut dire qu'on est très performant en chirurgie ambulatoire, et puis 1, ça veut dire qu'on n'est pas du tout performant en chirurgie ambulatoire. Alors, cet indicateur est composé de 3 variables. La première variable, c'est 50% du poids de cet indicateur, c'est le volume ambulatoire annuel que produit l'établissement de santé. Le deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle l'indice d'organisation, donc qui prend en compte le case mix de l'établissement pour 30% de son poids. Et puis le troisième indicateur, pour 20% du poids, c'est ce qu'on appelle le volume ambulatoire innovant, puisqu'il prend en compte l'innovation ambulatoire. Donc ça, c'est le premier indicateur, l'indicateur de performance de chirurgie ambulatoire. Et le deuxième indicateur, qui est le potentiel ambulatoire. Alors, comment on a calculé ce potentiel ambulatoire? On a tout simplement constitué un référentiel national ambulatoire des pratiques constatées. C'est-à-dire que pour chaque acte chirurgical, on a effectivement classé l'ensemble des établissements qui produisent cet acte chirurgical en ambulatoire et on a identifié les 20% d'établissements les plus performants sur cet acte en chirurgie ambulatoire et on a fait la moyenne de ces 20% d'établissements les plus performants en ambulatoire sur cet acte. Donc, quand on a constitué ce référentiel, dans la deuxième étape, on a appliqué ce référentiel sur le case mix de chacun des établissements de santé, acte par acte, et ça permet effectivement de déterminer par établissement un potentiel ambulatoire qui est bien entendu adapté au case mix. Et on voit si, au niveau national, tous les établissements pour tous les actes rejoignaient
les 20% d'établissements les plus performants sur chacun des actes, on arriverait à un taux potentiel ambulatoire d'un peu plus de 80% à 81,82%. Et ce 81,82% correspond à peu près 1,2 million d'actes qui sont potentiellement effectivement transférables en ambulatoire. Alors, ce qui me semblait important au-delà de cette présentation très courte des outils VisuShear, c'est finalement de repartir d'un cas pratique. Donc, on va illustrer avec le CHU de Lille qui a accepté d'être grand témoin par rapport à cette présentation. Donc là, l'idée, dans une demi-heure qui va suivre, c'est pas de vous présenter tout ce qu'on peut faire sur la chirurgie ambulatoire, tout ce qu'on peut déduire, tout le diagnostic qu'on peut faire sur le CHU de Lille, mais plutôt de vous faire un certain nombre de focus qui vont permettre d'illustrer ce que vous pouvez faire avec l'outil pour chacun des trois outils. Alors, je vais donc me basculer pour effectivement accéder à cet outil. Voilà. Je pense que tout le monde voit donc cet outil. Donc, on va effectivement s'intéresser, on va rentrer dans le premier outil qui est VisuShear Région, puisqu'on va avoir une vision globale de l'ensemble des établissements du CHU de Lille, puisque vous savez que dans le CHU de Lille, il y a 4 sites chirurgicaux. Donc, on va chercher premièrement le CHU de Lille. Donc, vous savez qu'il y a des mots-clés. Donc, je tape Lille. Et là, j'identifie effectivement le CHU de Lille. Donc, vous voyez les 4 établissements qui correspondent, chirurgicaux, qui correspondent à ce que j'ai sélectionné. Et je vais donc appliquer ce filtre. Et vous voyez que l'écran se met à jour d'une manière automatique. Et sur cet écran d'accueil, vous voyez qu'en fait, premier élément, on a un peu plus de 37 000 séjours de chirurgie, 37 300 qui sont faits au niveau de l'ensemble des sites du CHU de Lille. Donc, il a un taux global de chirurgie ambulatoire de 39%, avec un indicateur de performance que je vous ai effectivement présenté qui est à 31. Je vous rappelle, c'est sur une échelle de 0 à 100, mais 31, c'est effectivement 31,66, pratiquement 32. C'est effectivement très bon puisque la médiane nationale est à 25 et quand on regarde la médiane des CHU, elle est seulement à 22. Donc, vous voyez qu'il est 10 points au-dessus de la médiane des CHU. Donc, ça veut dire que globalement, il est plus performant en ambulatoire à la fois que la médiane nationale et que la médiane des CHU. Alors, si on regarde son potentiel ambulatoire en appliquant effectivement pour chacun des actes les 20% d'établissements les plus performants sur cet acte, on voit que potentiellement, il pourrait aller jusqu'à 61% d'ambulatoire, donc de 39 à 61%, ce qui correspond à un peu plus de 8000 séjours en chirurgie conventionnelle à basculer en ambulatoire. Et puis, vous avez à droite un certain nombre d'indicateurs sur les durées moyennes de séjour pour les séjours qui sont en hospitalisation traditionnelle. Donc, vous voyez qu'il a une durée moyenne de séjour de 6,84 versus, quand on regarde au niveau la médiane des CHU, on est à 7,2. Donc, ça veut dire qu'il globalement, ces durées moyennes de séjour sont plus courtes que la moyenne des CHU. Donc, là aussi, on voit qu'il est plus aussi performant en hospitalisation complète. Et quand on regarde le niveau de sévérité en hospitalisation conventionnelle, je vous rappelle, le niveau de sévérité va de 1 au niveau de 4. Donc là, effectivement, quand on regarde la médiane des CHU, on a exactement le même chiffre. Donc on voit que par rapport au CHU, il a une durée moyenne de séjour moindre en hospitalisation complète pour effectivement des patients qui sont effectivement comparables en termes de comorbidité. Alors on peut aller voir, par exemple, son évolution je vais agrandir l'écran pour que vous le voyez mieux, son évolution, parce qu'on va regarder la performance globalement du CHU de Lille. Donc on voit bien que hors Covid, puisque vous savez qu'au niveau du Covid en 2020, il y a eu effectivement une chute, on trouve tous les établissements, on voit que la performance entre 2019 ici et 2022 a globalement diminué, puisqu'elle baisse depuis 4 ans. Donc, en fait, l'établissement a perdu 2 points de performance en 4 ans. Donc là, effectivement, il y a une alerte à avoir par rapport à cette évolution sur, effectivement, les dernières années. Et on peut regarder aussi, finalement, au travers du palmarès que je vais agrandir aussi, on va regarder, finalement,
les établissements les uns par rapport aux autres sur les 4 sites chirurgicaux. Donc, on voit que sur la performance ambulatoire de chacun des 4 sites chirurgicaux, on voit bien qu'il y a 2 établissements un peu plus performants, c'est-à-dire Claude Uriez et Jeanne de Flandre sur l'ambulatoire, alors qu'il y a 2 établissements qui sont moins performants, c'est Salengro et l'hôpital cardiologique des CHU de Lille. Donc, on voit globalement sur cette première vision, on voit que le CHU de Lille est globalement performant en ambulatoire et aussi en hospitalisation complète. Il est en tout cas plus performant que la médiane des CHU pour des patients qui ont exactement les mêmes comorbidités, mais que cette performance manifestement a diminué depuis 4 ans, donc point d'alerte, et que 2 établissements sur les 4 sont beaucoup plus performants que les 2 autres. Donc, on va maintenant, si vous le voulez bien, on va maintenant s'atteler à regarder un autre, à se focaliser sur un autre établissement, enfin un des 4 établissements. Et donc, on va prendre effectivement Jeanne de Flandre. Donc, pour ça, on va passer dans un autre outil, dans le deuxième outil qui est Visuchir établissement. Donc, on prend, alors vous avez aussi une recherche par mots-clés. Donc, on va prendre l'hôpital Jeanne de Flandre, qui est localisé ici à Lille, et on applique effectivement ces éléments. Voilà, et donc on a ici maintenant le CHU, le site Jeanne de Flandre. Donc, vous voyez que son taux de chirurgie ambulatoire est de 60, pratiquement 66%. Vous voyez qu'il a un indicateur de performance, comme on l'a vu, qui est bon avec 33 sur, je vous rappelle, une échelle de 1 à 100. Et quand on regarde l'ensemble de ses séjours de chirurgie, vous voyez qu'il a un peu plus de 6300 séjours de chirurgie. Avec ce qui est en vert, c'est en ambulatoire. Donc, il a fait 4137 séjours en ambulatoire en 2022. Ce qui est en bleu, c'est son potentiel. Donc, on voit que potentiellement, il a 1004 séjours qui pourraient basculer en ambulatoire. Et puis, je vous ai dit, la zone grise, c'est la zone où aujourd'hui, on n'a pas de référentiel sur l'ambulatoire. Donc, on considère que cette zone grise n'est pas aujourd'hui potentiellement transférable en ambulatoire. Donc, ce qu'on va faire maintenant sur cet établissement, on va essayer d'explorer à la fois sa performance et son potentiel en chirurgie ambulatoire. Donc, on va déjà regarder la performance globale de cet établissement. Vous avez un onglet performance. Et on va comparer sa performance en chirurgie ambulatoire avec 4 comparaisons. Ici, vous avez l'établissement par rapport à l'ensemble des établissements français, donc publics et privés. Ici, vous avez la comparaison par rapport aux établissements publics et privés de la région, donc la région de France. Ici, par rapport aux établissements juridiques, les mêmes, donc par rapport au CHU. Et là, on compare l'établissement par rapport aux établissements qui ont le même case mix. C'est-à-dire, en fait, on compare des établissements qui ont des case mix, c'est-à-dire l'éventail des 4 traités des spécialités chirurgicales, étroits ensemble et les larges ensemble. Donc aujourd'hui, c'est un établissement qui est en classe B, c'est-à-dire que intermédiaire entre monodisciplinaire et plutôt pluridisciplinaire. Donc on va le comparer. Et vous voyez que dans les 4 cas de figure, cet établissement a une performance qui est supérieure à la médiane pour chacune, effectivement, des comparaisons. Alors, on peut voir finalement où il se situe, c'est-à-dire est-ce qu'il se situe proche de la médiane ou est-ce qu'il se situe très haut dans cette comparaison. Et donc, ici, vous avez toujours vos 4 comparaisons France, Hauts-de-France, CHU et le case mix. Et vous voyez qu'ici, l'établissement qui est matérialisé par un trait bleu, dans ce qu'on appelle une box plot, c'est-à-dire on classe l'ensemble des établissements, j'allais dire du moins performant au plus performant, et vous voyez que ici, ce qu'on appelle la moustache supérieure, c'est les 25% d'établissements les plus performants en ambulatoire. Donc vous voyez que le CHU Jeanne de Flandre, il est vraiment, pour chacune des comparaisons, il est dans les 25% d'établissements français de la région Hauts-de-France, des CHU, et aussi très proche pour les établissements de même case mix, dans effectivement les 25% d'établissements les plus performants. Alors, en plus, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu l'évolution de cette performance. Alors, l'évolution, effectivement, de cette performance, Jeanne de Flandre est représentée par ce trait bleu, et les 4 comparaisons sont ici représentées sous forme de droites de couleurs différentes. Le rouge, c'est la région de Hauts-de-France. Le vert, c'est donc le national. Le jaune, c'est les CHU. Et l'orange,
c'est effectivement la médiane des cases mixtes. Donc, on voit que pour ces établissements, il y a une chute de tous les établissements en 2020, ce qui est logique puisqu'il y a eu l'effet Covid. Après, il y a un rebond en 2021, mais on voit que quand même entre 2021 et 2022, il y a une diminution de nouveau de la performance du CHU de Lille de Jeanne de Flandre, alors que les autres médianes, finalement, restent pratiquement stables ou diminuent un petit peu. Donc, effectivement, d'où vient cette baisse de la performance sur Jeanne de Flandre? Alors, on peut regarder, est-ce qu'elle vient du volume ambulatoire? Non, puisque vous voyez qu'il a continué à augmenter au niveau entre 2021 et 2022. Et est-ce que ça vient de l'innovation? Non, puisque vous voyez, l'innovation ambulatoire a continué à augmenter. Et donc, est-ce que ça vient de l'organisation? Et là, on voit effectivement, depuis 2 ans, il y a effectivement une chute au niveau de Jeanne de Flandre de l'organisation ambulatoire. Donc, on verra par la suite dans les échanges qu'on va avoir avec Jeanne de Flandre, savoir comment on peut effectivement expliquer cette chute depuis 2 ans de la performance globale de l'établissement. Alors, il reste toujours très haut en termes d'organisation et de performance, bien sûr, mais par contre, il y a effectivement une baisse depuis 2 ans de cette performance. Alors, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus fin, donc d'aller au niveau des actes. Donc, pour cela, on va aller au niveau des spécialités chirurgicales. Donc, ici, vous avez sous la forme d'une mosaïque toutes les spécialités chirurgicales que fait le CHU Jeanne de Flandre. Alors, vous avez cette mosaïque qui a des couleurs et des carrés de taille différentes. Alors, plus le carré est grand, plus le volume de chirurgie globale est important. Donc, vous voyez que les grosses spécialités, quand on regarde effectivement pour Jeanne de Flandre, c'est l'appareil urinaire et génital. Et puis ici, c'est tout ce qui est procréation, grossesse et nouveau-né. Vous voyez que ça représente 50% du volume de la chirurgie. Et vous avez un code couleur, c'est-à-dire plus c'est vert, plus le taux d'ambulatoire est important, plus c'est rouge, moins le taux d'ambulatoire est important. Alors, donc, vous avez par exemple les actes concernant la procréation, la grossesse et le nouveau-né, ce qui correspond aux IVG et à la PMA. Donc, vous voyez qu'on est à 99% pratiquement d'ambulatoire. Et puis, de l'autre côté, on a par exemple l'appareil nerveux central et périphérique et autonome, où là, effectivement, on a un taux de chirurgie ambulatoire de 7,58%. Donc, vous voyez qu'il y a des différences de taux et de volume au niveau des spécialités. Et quand on regarde le carré, effectivement, le plus important, qui est l'appareil urinaire génital, on voit qu'on a un taux d'ambulatoire d'un peu moins de 50%. Alors, l'intérêt de cette mosaïque, c'est qu'elle est dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez aller creuser cette spécialité, chacune des spécialités qui est affichée, vous pouvez aller creuser jusqu'au niveau de l'acte. Donc, on va effectivement creuser, on va chercher, en double-cliquant, vous avez effectivement la mosaïque qui va se mettre à jour. Alors, il y a eu un petit couac. Alors, voilà. Le deuxième niveau, on va rester sur les actes thérapeutiques de l'appareil génital féminin. On va aller au troisième niveau. On va aller sur l'utérus, les actes thérapeutiques sur l'utérus. Et on va effectivement, par rapport à ces actes thérapeutiques, on va prendre par exemple celui-ci, le JKFC005, c'est l'hystérectomie totale, c'est on enlève l'utérus par la méthode de célioscopie. Et on voit que sur cet acte-là, il est un taux d'ambulatoire de 26,42%. Donc, on va voir par la suite qu'il est performant parce que la moyenne nationale est aux alentours de 8%. Alors, si on sélectionne cet acte-là, vous voyez qu'en dessous, vous avez toutes les graphiques qui se mettent à jour. Vous avez ici les durées de séjour. Donc, par rapport à cet acte-là, vous voyez qu'en fait, la majorité des patients qui sont en hospitalisation complète, il reste, j'allais dire, 1 ou 2 nuits, donc jusqu'à 3 jours. Vous voyez, donc ça veut dire que quelque part, on a déjà des séjours très courts. Et quand on regarde les comorbidités des patients, on voit que les niveaux de sévérité sont bas pour ces patientes, puisque le niveau pratiquement sans comorbidité, on est à 64%. Et quand on regarde ici la pyramide des âges, en vert, c'est l'ambulatoire et en rouge, c'est en hospitalisation complète, on voit que ça correspond finalement à des patientes qui ont moins de 45 ans. Donc, on voit bien que pour cet acte-là, les patientes restent 2 à 3 jours,
elles n'ont pas de comorbidité et elles ont moins de 45 ans. Donc, ça veut dire que potentiellement, elles sont éligibles à l'ambulatoire. Donc là, on voit qu'au travers de cet élément-là, on peut dire que potentiellement, il y a un potentiel qu'on pourrait transférer sur la chirurgie ambulatoire. Donc, en conclusion, par rapport à cette deuxième présentation, donc Jeanne de Flandre est performante en ambulatoire avec des différences qu'on l'a vu selon les spécialités. Mais si on regarde la gynéco, et on voit qu'il fait de l'innovation puisqu'il prend des hystérectomies qui sont des gestes lourds, quand même sous célioscopie en ambulatoire, mais on voit qu'il a encore du potentiel. Donc après, on va dire finalement jusqu'où il peut aller en termes de potentiel. Donc, on regarde l'onglet potentiel et on va regarder la gynécologie obstétrique, bien entendu. On va reprendre nos hystérectomies. On va recliquer et on va retrouver notre acte qui est ici. Voilà, le JKFC 005, donc l'hystérectomie totale par célioscopie. Et on voit que potentiellement, il pourrait basculer 24 séjours d'hospitalisation complète vers l'ambulatoire et il pourrait atteindre un taux de 61,58%. Ce taux de 71,58%, pardon, c'est les 20% d'établissements les plus performants en France qui ont ce taux-là. Donc, en appliquant sur cet acte-là ce taux, on arrive à un potentiel de 24 en ambulatoire. Donc, on voit que cet outil vous permet, pour chacune des spécialités, pour chacun des actes, d'avoir le potentiel. Alors, bien entendu, à mettre en place par rapport à l'organisation, puisqu'on a vu que l'organisation est extrêmement importante dans les retours d'expérience qui ont été faits, le potentiel qui peut être fait par rapport à ces différents éléments. Alors, on va passer maintenant sur le troisième et le dernier outil pour terminer la présentation. Alors, ce troisième outil, c'est ce qu'on appelle VisuShear spécialité. Donc là, on va rentrer directement dans la spécialité. Donc ici, on est dans la gynécologie obstétrique et ici, cette mosaïque-là, c'est l'ensemble de la gynécologie française qui est représentée en termes de volume et en termes de taux de chirurgie ambulatoire. Donc, vous voyez, par exemple, si on reprend mes hystérectomies, vous voyez que les hystérectomies, il y en a eu 44 630 qui ont été pratiquées en France, avec un volume ambulatoire, de 3 000 et un peu plus de 3 000 ambulatoire sur cette hystérectomie, avec un taux ambulatoire national de 6,77%, pardon, et une durée de moyenne de séjour de 3 jours et des sévérités moyennes pour les patients d'1,22. Donc, on va essayer de faire le même exercice et on va essayer de comparer Jeanne de Flandre par rapport aux autres établissements. Alors, cet outil VisuShear spécialité, en fait, il est à destination des chirurgiens pour pouvoir identifier les établissements performants en ambulatoire, pour pouvoir nourrir les échanges entre pairs, entre le chirurgien de l'établissement et les chirurgiens qui sont sur cet acte-là plus performants en ambulatoire, pour savoir comment cet établissement-là s'est organisé pour monter à ce taux de chirurgie ambulatoire qui est important. Donc, si je reprends mon exemple, c'est-à-dire les hystérectomies célioscopie et les hystérectomies totales par célio, et je vais benchmarker mon établissement. Voilà. Et ici, effectivement, vous pouvez prendre, on va prendre Flandre, pour pouvoir, effectivement, pardon, parce que comme Flandre, voilà, l'hôpital Jeanne de Flandre. Et on va positionner l'hôpital Jeanne de Flandre par rapport à tous les établissements français qui pratiquent cet acte. Donc, vous voyez qu'ils sont rangés d'une manière croissante. Et après, on les coupe en 10% de part. Donc, vous voyez que le CHU Jeanne de Flandre, il est dans le 10e des 6. C'est-à-dire il fait partie des 10% d'établissements français qui ont le plus gros volume de chirurgie sur cet acte-là. Donc ça, c'est effectivement un premier élément. Ça, il fait partie des centres de référence en France sur la chirurgie sur cet acte-là. Vous voyez, il est matérialisé par une petite barre qui est jaune. Alors, vous pouvez, au travers de cet élément-là, zoomer. Voilà, et vous retrouvez effectivement l'établissement Jeanne de Flandre qui en a fait 53 actes d'hystérectomie totale par célioscopie. Cet acte, je rappelle, on est bien sur le JKFC 005, et vous voyez que le premier,
Là, on est la clinique Tivoli, qu'on a fait 362. Ensuite, vous avez la clinique Mathilde. Ensuite, vous avez le CH de Valenciennes, dont on a parlé ce matin, qui est troisième, etc. Alors, ce qu'on peut effectivement aussi faire, c'est classer sur le volume ambulatoire. Et là, vous avez l'ensemble des établissements français qui ont pratiqué cet acte-là en ambulatoire. Alors, si vous on zoome, pardon, alors attendez, pardon, parce que j'ai été un peu rapidement. Voilà, si on zoome sur ces 10% d'établissements, alors vous voyez que l'établissement est en rouge, toujours. Alors, vous avez le premier, le CH de Saint-Nazaire, qui est à 63% d'ambulatoire. Le numéro 2, la clinique de Sète, qui est à 78% d'ambulatoire. Le numéro 3, qui est à 47% d'ambulatoire. La clinique Saint-Vincent, etc. Et là, vous avez, par exemple, le CHU de Saint-Étienne, qui est à 74% d'ambulatoire. Donc, moi, je suis chirurgien au niveau de l'hôpital Jeanne de Flandre. Je fais mes hystérectomies par célioscopie en ambulatoire avec un taux déjà conséquent, mais je voudrais finalement aller discuter, échanger avec mes pairs sur les établissements qui ont, sur cet acte-là, le taux d'ambulatoire le plus important. Alors, si je prends par exemple l'hôpital, effectivement, le CHU de Saint-Étienne, et que je regarde finalement, est-ce qu'il a les mêmes patients que moi? Donc, vous voyez, par exemple, le CHU de Saint-Étienne, son niveau de sévérité est 1,11 et moi, mon niveau de sévérité est 1,18. Donc, en gros, il a pratiquement les mêmes patients en termes de comorbidité que moi. Donc, quelque part, en termes de comparaison, je peux effectivement le faire. Si je regarde les durées de séjour, moi, mes durées de séjour sur cet acte-là en hospitalisation complète, elles sont de 3,64. Et si je regarde effectivement au niveau du CHU, effectivement, elles sont à 1,56. Donc, vous voyez que mes patientes sont pratiquement comparables, mais lui, il a des durées de séjour 2 fois plus courtes que les miennes. Donc, la réflexion que je peux avoir, comment il s'est organisé pour avoir des durées de séjour plus courtes et comment il s'est organisé pour finalement augmenter son ambulatoire à ces taux importants. Et c'est l'objectif de cet outil, c'est justement effectivement d'identifier acte par acte, spécialité par spécialité, les établissements pour pouvoir échanger entre pairs, entre chirurgiens, pour savoir comment finalement on peut augmenter le taux de chirurgie ambulatoire. Donc vraiment, j'allais dire, ce troisième outil, il a pour objet d'identifier les établissements les plus performants acte par acte et pour pouvoir échanger effectivement, c'est d'avoir des échanges entre pairs pour savoir effectivement comment ils ont fait pour, alors quelle organisation ils ont mise en place. On a vu ce matin, on a des organisations effectivement extrêmement performantes qui travaillent sur effectivement l'organisation, les flux courts, les flux flash. La première fois que j'entends parler de ça, mais ça prouve bien qu'on est vraiment éclair, on est vraiment dans des choses extrêmement rapides. Donc, vous voyez, là, l'idée de cette présentation, c'est de vous montrer que finalement, avec ces 3 outils, vous pouvez aller explorer d'une manière très fine, avoir une vision globale sur les établissements et aussi explorer d'une manière très fine chacun des actes par rapport à chacune des spécialités. Alors, on avait prévu effectivement, comme le CHU Jeanne de Flandre est le grand témoin, si elle pouvait effectivement revenir au niveau des fauteuils pour savoir si effectivement, alors je vais arrêter le partage, pour savoir si effectivement ces constats qui ont été faits, quels sont les éléments qui apparaissent intéressants et pertinents pour Jeanne de Flandre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, on peut cibler qu'il y a des pistes d'amélioration des parcours avec vraiment une optimisation en fait, de ce qui peut être proposé. Donc après, bon, on en avait un petit peu échangé. C'est vrai que la cassure s'explique par le départ en 2021 et 2022 de 2 chirurgiens, dont l'une était coordinatrice en fait de l'unité ambulatoire. Voilà. Et donc là, on repart dans une nouvelle dynamique avec l'arrivée de nouveaux chirurgiens. Alors, le docteur Pécou s'excuse, elle a dû partir parce qu'elle était attendue pour un bloc. Mais voilà, donc on repart dans cette nouvelle dynamique. Mais on a également des pistes d'amélioration. Je trouve ce qui est intéressant, c'est de comparer hors ambulatoire aussi. Bon, chez Saint-Étienne, qui a une durée moyenne de séjour à 1,56, alors que nous, on est à 3,5. C'est qu'on a des actions, comme je disais tout à l'heure, sur les sorties précoces, aussi à faire, les entrées le matin. Enfin, voilà. Et donc, ça permet,
tout cas d'analyser plus finement et de cibler les pathologies et de se dire que finalement, pour arriver à 70%, on n'a que 24 jours à transformer. Et je pense que quand on regarde ça à une année, c'est peu. Enfin, voilà, je pense que le potentiel est présent. Voilà. Donc, je trouve que c'est un outil très intéressant et vraiment, en tant qu'aide de Paul, je vais m'initier au sein du pôle femme-mère nouveau-né et avec l'équipe de chirurgiens gynéco justement pour travailler sur tous les parcours en fait. Écoutez, c'est bien parce que c'était l'objectif de cet outil, du travail qu'on avait fait avec les sociétés savantes, c'est finalement de mettre à disposition des acteurs de terrain des outils. On a beaucoup travaillé sur le visuel pour qu'il soit assez facilement accessible, qu'on n'ait pas des tableaux Excel avec X colonnes et Y lignes. Donc voilà, c'était l'objectif effectivement d'avoir ces éléments. Écoutez, merci beaucoup pour en tout cas pour avoir accepté d'être le grand témoin de la démonstration envers tous les. Merci.